j'avais eu la chance de pouvoir lire ce type de bouquin, ça aurait été game changer en fait. Ou en tout cas, ça aurait été à minima un accélérateur. Ça permettait de mieux comprendre ce que chacun pouvait attendre l'un de l'autre. Et donc, quand on a fait ensuite une session avec toute la structure et cette fois avec également les responsables techniques, bah on a pu mieux échanger sur les attentes du service marketing. On ne devient pas commercial par hasard. Il y a un why et il faut connaître ce moteur profond. On se prend des portes, on a des prospects qui nous refusent de façon sympa parfois, mais aussi de façon pas sympa du tout d'autres fois. Et à un moment, pour accepter ça, il faut un why, il faut un moteur intérieur. Mon critère principal, c'est quoi la vente? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que c'est des moments difficiles dans votre métier pour aller chercher de la réussite et qu'est-ce qui est le moteur de cette réussite en fait. J'ai des quick wins que je peux aller chercher sur différents sujets. Peut-être qu'on mettra jamais en place tout ce qui est dit dans le bouquin, mais au moins on aura plein de quick wins qui additionnés facilitent notre quotidien ou nous rendent plus efficients. Eh ben, on va se lancer dans un nouvel épisode encore aujourd'hui avec quelqu'un qui a, pareil, une très bonne énergie. Et là, on va parler sales avec un livre que tu nous as recommandé. Miguel de Oliveira, président d'IC. Déjà, les sales direct, Sales Acceleration Formula de Marc Robert. Bon, bien sûr, je l'ai lu ce livre et je me suis dit, OK, donc après m'être fait le livre de Salesforce, je me fais le livre du directeur des ventes de HubSpot. Ce qui est bien, c'est qu'avec un livre comme ça, je suis sûr que tu as plein d'anecdotes parce que l'idée de ce podcast, on le rappelle, hein, c'est, comment transformer, cette lecture qui est très inspirante, OK, super, mais en actions concrètes et durables dans son quotidien et je pense que tu as plein de choses à nous dire. Mais d'abord, effectivement, une petite présentation de toi et puis, dans ta présentation, ce qu'on aime bien savoir dans ce podcast, c'est OK, quel est ton rapport à la lecture? Est-ce que c'est le livre et tu en as lu qu'un dans les 10 dernières années? Ou est-ce que tu lis souvent des choses qui ont trait au business? Je me force à lire et d'ailleurs, c'est plutôt des audibles. Profite d'un petit running, d'un petit voyage en voiture, d'un trajet en voiture entre les bureaux et des clients, par exemple, et des rendez-vous clients pour écouter, donc je suis plutôt, sur de l'écoute que sur de la lecture. OK, donc ça te remet à la fraîche, en plus avant d'aller à un client, c'est bien, ça te donne la pêche, surtout un livre comme ça, quoi. Ouais, carrément. Donc très, très, très régulièrement, effectivement. Et ça a été quelque chose que tu fais depuis très longtemps ou c'est venu comme ça naturellement de par ton activité? Non, en totale sincérité, moi, j'avais plutôt l'habitude de lire beaucoup de choses, dans le monde de la cyber. On y reviendra après, mais moi, je suis dans le monde de la cybersécurité. Donc, je me renseignais énormément sur mon secteur d'activité et tout le temps que j'avais d'écoute ou de lecture était consacré uniquement à ça. OK, Et je suis rentré dans un club qui s'appelle le club Bootstrap ouais. et dans ce club, on partage sur les lectures des uns et des autres. Et je voyais qu'il y avait des livres comme ça qui étaient très lus par beaucoup de dirigeants. Donc très vite, ça m'a donné l'envie, moi aussi, d'aller vers ces lectures ou vers ces écoutes. Et on a beaucoup de personnes de ce club, effectivement, qu'on interviewe. On sent que vous êtes, des lecteurs assidus, mais c'est normal, faut développer le business. Tu peux nous en parler d'ailleurs un peu, de mettre en contexte et pourquoi ce livre finalement a été intéressant pour toi? Comment tu l'as découvert? Avec plaisir. Donc moi, je suis le dirigeant d'AISI, qui est une société de cybersécurité, qui a des ambitions de croissance à hauteur de 30-40% par an depuis sa création. Donc Joli. forcément, oui, joli mais difficile. Donc forcément, pour maintenir ce niveau de croissance, bah, tu es obligé de te remettre en question, tu es obligé de t'améliorer et d'essayer de trouver des axes d'amélioration le plus rapidement possible et de mettre en pratique les solutions. Et donc, tu recherches ce type de lecture, ce type, de feedback, à la fois via le club, via les personnes, Mmh. mais aussi et surtout via ces lectures, ces écoutes. Et donc, c'est ce qui m'a amené à chercher, un livre qui pouvait me permettre d'accélérer, les ventes de la structure et par conséquent, de développer notre chiffre d'affaires rapidement. Et celui-là, c'est vraiment celui qu'on t'a dit: «Allez, tu veux parler des ventes, on y va?» ou tu trop tombé dessus par hasard? Un petit peu, alors il y en a plusieurs qu'on m'avait conseillé, celui-là, quand j'ai entendu le nom HubSpot. Ah, on était dans la pleine période, start-up, levée de fonds, même si nous on est bootstrap, où, beaucoup se sont équipés de cet outil Ah quand ils ouais. partaient d'une feuille blanche pour l'automation. Donc je me suis dit: «Bah, bingo, ça doit répondre complètement,
à mes problématiques. Ouais, effectivement, HubSpot est devenu tellement l'outil par excellence, qu'on était dedans, quoi. Et du coup, écrit par le directeur des ventes, hein, en plus, il le dit lui-même, ce qui est bien, c'est que c'était pas un vendeur, donc il a fait une approche très cadrée. C'est à la base, un chercheur. C'est quoi les plus grands concepts? Allez, si tu devais nous résumer avant d'attaquer un peu le côté pratique, d'abord, comment tu le résumerais ce livre? Si tu dois le présenter à quelqu'un, si tu dois le pitcher à un de tes membres du club Bootstrap, qu'est-ce que tu nous en dis? Pour moi, j'adore me faire challenger. Je suis très à l'aise avec ça. C'est quand même cool de se dire qu'on a quelqu'un qui vient pas de la vente, qui, potentiellement nous a mis une énorme claque en montant une équipe commerciale, qui est allée de 0 à 100 millions de dollars, ne Ouais. venant pas de la vente. Tout de suite, ça a attiré ma curiosité et ça a attisé ma curiosité et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais aller voir un peu comment il a fait, comment il a fonctionné». Et moi, j'ai une formation technique à la base avant de devenir commercial. Et je me suis dit, bah, j'ai tendance à voir la vente comme, pas uniquement, quelque chose de très feeling, de très lié au sentiment, mais plutôt quelque chose de très, très scientifique avec, des étapes à respecter. Donc je me suis dit: «Tiens, je pense que je vais être assez aligné avec des choses que je vais retrouver dans ce livre». OK, donc tu retrouves la notion de: «OK, on va arrêter, c'est la vente à l'instinct, mais on va y aller en structure, quoi». Carrément. OK, et pareil, alors on va rentrer un peu sur ce côté, un peu pratique. C'est du coup, tu l'as lu, tu avais déjà des choses qui ont fait écho? Parce que typiquement, si je fais le parallèle avec le bouquin de Salesforce, quand je l'ai lu, bon, je le trouvais, très sympa, mais finalement pas de grande nouveauté. Est-ce que lui, tu dis c'est un livre qui est très général et après c'est toi qui as dû dérouler? Est-ce que tu as trouvé des actions très concrètes? Comment tu l'as finalement appréhendé? Je l'ai trouvé très logique déjà dans sa façon de voir les choses, je me suis pas dit, au contraire, ça m'a conforté dans pas mal d'idées. OK. Ça a été déjà la première chose que j'ai remarqué, dans ce livre. Exemple, sur l'embauche, d'un bon commercial, bah, typiquement, il y a plein de critères qu'il a, érigés qui étaient les miens. À contrario, il y a des choses sur lesquelles, quand il te dit que typiquement tes objectifs, ta ta, mmh, ta méthode de rémunération des sales doit être complètement alignée avec, tes enjeux du moment. Et Mmh. si les enjeux changent, tu dois changer, ton mode de commissionnement, ton mode de rémunération parce que tu dois être complètement aligné avec ce que la société veut, ce que l'entreprise veut. Donc ça a permis de creuser un peu ce sujet, par exemple. Et donc là, j'ai appris des choses. Donc là, c'était plutôt cool sur cette partie-là. Donc moi, je le vois comme un livre qui est quand même très logique. C'est super sympa, de l'écouter et de revoir un peu tous nos basiques et de pouvoir vérifier là, on a bien mis en application et là où il y a un gap qu'on devrait corriger, à court, moyen terme, quoi. Et typiquement sur la rémunération, alors c'était quoi le truc où tu t'es dit: «Ah oui, tiens, finalement on change, il y a un côté pratique, je vais changer», tu peux nous évoquer ça? Bien sûr, bien sûr. Bah, typiquement, lui, à un moment, il a une phase où il rémunère ses commerciaux, uniquement à l'acquisition Mmh. et sur une certaine période et sorti de cette période-là, il a un gros churn au début. Parce qu'il a des clients, par exemple, qui vont pas utiliser la solution, donc ils ont été onboardés, et avec un engagement, qui est de courte durée et bah, vu qu'il y a pas d'usage, forcément, il y a du churn derrière. Mmh. Et donc très vite, il corrige ce point-là en mettant des objectifs sur la gestion, de cette post-période pour, bien que tous ces commerciaux le mettent en place, parce qu'il a aussi analysé le fait que certains commerciaux, eux, n'avaient pas de churn. Et donc il a regardé un peu pourquoi ils avaient pas de churn, il a compris pourquoi il n'en avait pas passé cette période-là et donc il a repris leurs bonnes pratiques et il a objectivé sur ces bonnes pratiques. Et toi, tu as réussi à décliner ça dans ton business? Clairement, parce que nous, on est dans une phase d'acquisition, de nouveaux clients. On a un churn qui est très faible chez nous, qui est aux alentours des 3-3,5 Ouais, et c'est qu'on vise à la baisse. Donc clairement, on a un enjeu d'acquisition pour, si on veut de la croissance rapide, bah, il faut maintenir ce churn hyper bas, tout en allant chercher des nouveaux clients et donc il faut incentiver les équipes commerciales à être, complètement, alignées à ça. ouais, c'est pas que le travail du CSM de faire, la passe après, mais vraiment de garder ses clients au plus près, quoi. Ça nous a permis de mettre des actions, de revoir les choses. J'ai recruté un head of sales
à qui j'ai expliqué ma vision sur le sujet. Il était complètement aligné, il avait la même vision. Donc, résultat, ça a permis de faire évoluer les choses. Revenir dans le livre, il pense à 4 formules, il dit: «OK, pour arriver à bien tenir, finalement, c'est les 4 formules». Le premier, et tu l'as évoqué, c'est, the sales hiring formula. C'est comment on recrute. J'avais déjà la façon de recruter mes commerciaux. J'ai plus écouté sa méthodo, écouté ses critères, ses critères OK. qu'il avait, et ça m'a permis de continuer. Parfois, tu te poses des questions quand tu es manager, quand tu es chef d'entreprise. Tu te dis tiens, est-ce que j'ai pas des critères trop élevés sur tel ou tel point? Est-ce que j'ai pas des critères déconnants? Et ça te permet mine de rien de te conforter et de te dire soit de te conforter, soit de te remettre en question, hein, qu'on soit très clair. Mais c'est bien d'avoir des avis différents sur le sujet. Et après, ça m'a permis aussi d'échanger avec des gens du Bootstrap, par exemple, avec des dirigeants du Bootstrap sur ce que j'avais vu en termes de critères, en termes de méthodo. Je trouvais ça intéressant. Et ton critère, toi, numéro un, du coup? Moi, aujourd'hui, il y a un why et on ne devient pas commercial par hasard. Il y a un why et il faut connaître ce moteur profond. Chez le sales, on se prend des portes. On a des clients qui parfois, des prospects, pardon, qui nous refusent de façon sympa parfois, mais aussi de façon pas sympa du tout d'autres fois. Et à un moment, pour accepter ça, bah, il faut un why, il faut un moteur intérieur, il Ouais, faut être faut, capable de se remettre en question, en plus. bien sûr, bien sûr. Et donc, Ouais, c'est moi, mon critère principal, c'est pourquoi déjà la vente? Pourquoi la vente? Qu'est-ce qui fait que vous acceptez des moments difficiles dans votre métier pour aller chercher de la réussite euh, et qu'est-ce qui est le moteur de cette réussite en fait, OK. de cette recherche de réussite. De cette recherche de réussite. OK, intéressant. Moi, ça, je pense que ça parlera effectivement à beaucoup de monde, même si on a tendance à, effectivement recruter un commercial en disant: «Bon, il fait ça, très bien, on va le prendre tant que tel». Alors que toi, tu vas aller le chercher en disant: «OK, c'est quoi, est-ce que chez moi, la cause profonde finalement sera celle qui sera performant, quoi?» Oui, et je pense que moi j'ai toujours travaillé dans des petites structures, donc souvent je dis quand on est sales dans des petites structures, euh, on porte un drapeau qui est assez petit quand même, Mmh. versus un sales qui porte un grand drapeau. Et je trouve que souvent, ça nous demande de compenser aussi la Oui. taille du drapeau. Et donc d'avoir les skills qui vont bien. Et s'il n'y a pas de why, c'est compliqué d'aller compenser cette Ouais, différence de taille j'entends, de drapeau. j'entends. Ouais, je entièrement d'accord. C'est vrai qu'un sales qui travaille dans une grande entreprise, quand il va appeler, déjà s'il appelle, des fois il y a même pas besoin d'appeler, et donc s'il appelle, bah, effectivement, quand tu te présentes d'une grande entreprise, bon, généralement la personne va dire: «OK, il est leader ou en tout cas c'est grand, je vais peut-être écouter deux trois versus quand on est petit, faut être capable d'enclencher, de créer un lien très rapide, quoi. Après, bien évidemment, les 2 types de sales ont des jobs passionnants, des jobs hyper intéressants, des challenges différents, des skills, qui développent, plus en fonction de la structure dans laquelle ils sont. Moi, j'ai toujours connu des structures à taille humaine, donc je me disais il fallait avoir un impact très rapide pour que le prospect accepte d'ouvrir une discussion et que derrière ça puisse nous permettre, d'aller regarder si on peut travailler ensemble très, très vite, quoi. Mmh Sans mh. avoir l'appui d'un marketing très fort potentiellement, par exemple. Ouais, quelle est la problématique effectivement d'une entreprise au départ, on peut pas, voilà, on peut pas ni payer, ni, rayonner comme une grosse entreprise avec des budgets et des équipes, folles pourraient le faire. Encore moins en bootstrap. Encore moins en bootstrap. OK, la deuxième formule qu'il évoque, une fois qu'il les a recrutés, c'est, bah, OK, on va les former, hein, Sales Training Formula. Pareil, des choses intéressantes que tu as pris, du livre que tu as appliquées? Clairement, moi aujourd'hui, la formation des sales, c'est quelque chose de très important. Nous, chez nous, par exemple, quand on a démarré, toujours en mode petite structure, t'as pas d'avant-vente. Mmh. Donc tu t'appuies sur les experts de la structure, mais tu dois faire ce pont entre la prise de contact définir quel service, quelle solution va répondre aux besoins. Donc ça a toujours été hyper important la formation de mon point de vue des sales et Bah, la surtout que tu es structure. dans un secteur qui, là, pour le coup, est très technique, toi. Yes, yes. Pour moi, c'est un engagement humain. C'est de se dire, je prends notamment potentiellement des jeunes, des alternants, je me dois de leur apporter un accompagnement qui soit à la hauteur pour qu'ils puissent développer très vite leurs skills. Donc, OK. quand à un moment, je l'ai vu recruter des sales qui s'adressaient aux responsables marketing et demander à ces sales la première semaine d'aller créer un site web ou un blog Mmh. et
d'y apporter des visiteurs pour mieux comprendre la difficulté du métier d'un responsable marketing, je trouvais ça magique parce qu'il s'est quand même permis de dire à des sales, en fait, vous allez rentrer dans la structure, vous n'allez pas faire de commerce là. Vous allez essayer de faire le job du responsable marketing. Mmh. Et je trouve que pour comprendre le persona, le ou les personas qu'on a en face, c'est magique. C'est magique. Parce que là, on peut vraiment découvrir des vrais pains, des vrais challenges de ces interlocuteurs. Et du coup, quoi, tu les fais hacker, toi, la première semaine en disant: «Attendez, vous allez comprendre ce qu'est la sécurité, vous allez hacker vos parents»? Non, mais par contre, ça me donne envie de dire à mon head of marketing, bah, en fait, peut-être que tu vas aller directement chez les clients, en fait. Tu vas aller passer une demi-journée avec les différents personas qu'on a chez nous, parce que je pense que ça va aller encore plus loin que juste un Zoom ou un Teams avec ses clients, juste un questionnaire auprès de ses clients, juste un shadow avec des commerciaux sur des meetings. Et, et ça, je trouve ça très sympa. Ah ça, il faut sortir des bureaux, je ne peux qu'adouler avec toi. Le nombre de fois où je dis aux personnes du marketing: «Non mais attends, en fait, cette session de cold calling ou de prospection, vous allez venir avec les sales, vous allez sentir quelles sont les douleurs, comment on aborde aux clients». Je pense qu'effectivement, tu as raison, c'est en ramenant tout le monde sur le terrain, en disant: «C'est quoi les vraies tensions?» Exactement. Et là, typiquement, quand tu vas sur le terrain, accompagné de sales, par exemple, quand tu es head of marketing, t'essayes de creuser autant que faire se peut. Par contre, quand tu as une discussion de plusieurs minutes, heures avec ton persona où tu peux aller au bout du why derrière le why derrière le why et comprendre vraiment les besoins profonds, là Mmh. tu te dis derrière si j'ai une parfaite connaissance des personas et donc de leur pain, je suis en capacité de faire du marketing produit slash service de façon beaucoup plus qualitative, ainsi de suite, de créer des contenus de lead gen beaucoup plus percutants, beaucoup plus efficaces. Ouais, je vois que on va retrouver un élément que moi j'adore, et je refais travailler à chaque fois que je travaille sur des missions avec des startups, c'est: «OK, mais arrêtez de me parler du produit, parlez-moi des tensions de vos prospects et quelles sont les conséquences que ça a, soit en termes chiffrés, soit en termes de temps, mais à la fin c'est du chiffre». Je vois que tu es aussi adepte, finalement de revenir aux tensions, et d'ailleurs ça c'est un des éléments qui vient sur sa quatrième formule, c'est, la demande ça en disant: «Bon, c'est bien gentil la demand generation, mais c'est pas taper tout le monde à tout va, quoi». Non, oui, ça, faut connaître sa cible. Enfin, moi, j'ai bien aimé, le moment où il t'explique qu'il y a 3 phases durant lesquelles on va chercher de l'info, hem et donc si tu crées, du contenu qui correspond à ces 3 phases, bah, c'est du contenu différent en fonction des 3 phases et donc ça te permet derrière de mieux comprendre ta lead gen. Ça, je trouve ça très sympa. Tu as réussi à le mettre en place concrètement, ça s'est traduit comment chez toi? La partie gestion des ressources qu'on va créer au niveau marketing pour générer du lead, on est en plein dedans. On est en plein dedans, et on a aligné les équipes, tu vois? On l'a mis en place via des OKR en disant l la partie sales, donc le head of sales a besoin d'aller chercher 30 de croissance. S'il veut aller chercher 30 de croissance, bah, il lui faut normalement un pipe 3 fois supérieur. Mmh. Derrière, il lui faut beaucoup plus de leads qu'avant, donc il faut beaucoup plus de ressources marketing pour générer beaucoup plus de leads. Et donc là, tu peux aligner les équipes en disant aux équipes techniques, et ce que font complètement les équipes techniques chez moi, c'est qu'elles fournissent maintenant des ressources tous les mois au marketing pour que le marketing puisse aller générer des livres blancs, du contenu, de la ressource dans sa globalité pour générer de la lead gen. Il y a donc une équipe qui va travailler sur tes outils internes, en fait? Alors, derrière, il y a tout l'outillage interne. Qu'est-ce que tu mets comme stack d'outils? Et il en parle pas mal Oui. de la tech. Ça, c'est une chose, mais c'est aussi, surtout que les équipes techniques, parce que nous, on est dans un milieu technique, hein, c'est ça Ah que oui, que clairement. j'ai pas précisé. Dans la cyber, comme tu l'as dit, c'est très tech et à un moment, quand tu es marketeur ou marketeur et que tu veux générer de la ressource intéressante pour les personas que sont les directeurs informatiques, les responsables de la sécurité informatique, qui peut avoir un angle d'attaque très tech sur des sujets pointus, comment les groupes d'attaquants gèrent tel nouvel type d'attaque, par exemple. Bah OK. là, tu as besoin d'un appui de tes équipes techniques pour créer ce contenu-là. Tu peux pas le créer tout seul en tant que market boy ou girl, et là, tu as besoin que les équipes techniques t'aident. Et donc, j'ai Donc pu c'est aligner ça.
Ah ouais, donc en fait, ton équipe marketing, c'est quasiment de la maïeutique qu'ils font auprès de ton équipe tech en disant: «OK, aidez-moi à accoucher de tous les contenus, de la façon» et effectivement, là, c'est même pas souvent mon cas. Moi, je le fais accoucher par les sales parce qu'ils sont proches du terrain et que c'est pas sur des sur le paiement, c'était un peu technique, mais moi, là, ce que tu me dis, c'est que le métier ton métier, toi, il est tellement technique qu'effectivement, il faut le faire accoucher de tes équipes tech et arriver à convertir ça en messages qui soient lisibles, quoi. Carrément. Et il faut que tout le monde soit aligné, en fait, avec cet objectif. C'est qu'à un moment, tu sens que nous, on l'a fait, via un off-site, où on a travaillé sur les OKR, et clairement, ça nous a permis d'aligner cette partie-là. Et moi, Mmh. je me suis servi de ce qu'il y avait dans le livre et j'ai invité mon head of marketing, mon head of sales et ma RRH à lire ce livre parce que je trouvais que ça permettait de mieux comprendre ce que chacun pouvait attendre l'un de l'autre. Et donc, quand on a fait ensuite une session avec toute la structure et cette fois avec également les responsables techniques, bah, on a pu mieux échanger sur les attentes du service marketing pour faire de la lead gen. Ça m'interroge tout de suite. Quel changement tu as vu quand tu leur as passé le bouquin? Allez, tout de suite, qu'est-ce qui a changé? Alors, déjà, ils ont beaucoup apprécié le bouquin. Mon head of sales, il m'a dit: «Ah oui, ça allait très loin chez HubSpot, sur ces sujets-là». Je pense qu'on a connu, moi en tout cas personnellement et sûrement lui aussi, on a connu aucune structure qui a aussi bien traité le sujet, en fait. C'est très bien décrit, ouais. Et donc, vu qu'il est aussi bien traité et pas uniquement de façon théorique, il y a une vraie, tout est mis en pratique, bah, tu te dis: «Mais mince, en fait, toutes les structures devraient fonctionner aussi bien». Et donc très vite, ça te permet de te dire: «OK, on a des objectifs ambitieux». Bon, comparé aux 0-100 millions d'HubSpot, Bientôt, c'est bientôt. c'est light, mais et je suis à l'aise avec ça. Ça permet de se dire: «OK, quand on vise des objectifs ambitieux, faut mettre en place tout ça». Et là, j'ai une organisation go to market topissime pour aller chercher une croissance incroyable. Donc Ouais. c'est le premier ressenti qu'il avait. Et ça, c'est excellent, excellent. Donc tout de suite, ça te permet effectivement de réfléchir et finalement d'incarner l'excellence, chez les équipes auxquelles tu l'as fourni. «Attendez, on a beau se dire qu'on va être bien, mais là, regardez un mec qui a réussi à le faire», ça te fixe le cap? Alors ça peut, après le but, c'est pas non plus de mettre une pression négative, hein, en se disant: «Tiens, voilà l'excellence, c'est voilà tout ce qu'on devrait faire». Je trouve que ça permet, de structurer le projet global et de te dire: «OK, on va y aller étape par étape». Mais au moins, on n'est pas perdu face à un énorme projet gigantesque, ultra ambitieux. Au contraire, on a plutôt, le cookbook qui nous permet d'aller mettre en place tout ça et de se OK. dire: «Bon, bah, OK, on va y aller step by step et on va y aller en étant aligné». La RH est alignée sur, la nouvelle exigence, pour recruter des sales, le market est aligné sur la nécessité de vraiment, bien maîtriser les pains, les frictions, les Mmh. tensions chez nos clients et de construire le contenu qui va bien, qui est aidé par les techs et ainsi de suite. J'ai tendance à dire qu'une entreprise, pour moi, ça ne fonctionne qu'à partir du moment où elle a un langage commun, elle a des références communes, et du coup, elle a développé sa propre culture. Toi, clairement, tu as infusé le bouquin comme disant: «OK, ça doit faire partie de notre culture». Ça doit faire partie de notre culture ou à minima, ça doit nous aider à être meilleurs. En se Ouais. disant: «OK, j'ai des quick wins que je peux aller chercher sur différents sujets. Tiens, je vais les mettre en place et peut-être qu'on mettra jamais en place tout ce qui est dit dans le bouquin, mais au moins on aura plein de quick wins qui additionnés facilitent notre quotidien ou nous rendent plus efficients». OK, ça laisse rêveur et je pense que ce sera le cas, nos auditeurs. Allez, on va basculer quand même sur un peu, quelles critiques il y a. Alors, quand on va chercher sur internet, qu'est-ce qui s'applique? Moi, le premier que j'ai vu, c'est de me dire, OK, quand tu es sur, déjà, faut être un peu dans ce modèle de vente, faut être très clair. C'est-à-dire que quand on est sur des produits complètement différents, je suis pas sûr qu'on puisse appliquer tout. L'avantage tu as, je pense là aussi, c'est que finalement, tu es aussi sur un produit assez tech. Quand il a lancé, c'était un peu nouveau. La gestion de l'inbound, quand, Spot est arrivé, c'était aussi quelque chose de nouveau, d'un peu technique pour les directeurs marketing, donc quand même moins technique que la cyber pour les choses. Mais il y avait aussi donc il y a pas mal d'approches, mais, maintenant que tu as un peu de recul par rapport à tout ce livre, est-ce que tu penses qu'il est vraiment applicable partout ou est-ce que tu penses qu'il a quelques limites? Première limite évidente,
Et quand tu fais du recrutement, dans une structure qui a levé, mettre des critères exceptionnels, tu peux. Financièrement, tu en as la capacité. Mmh. Donc ça veut dire que quand il est à Boston et qu'il va chercher les meilleurs sales à Ouais, j Boston, tout autour de Boston, bah, c'est sûr que quand il y a nos limites financières, tu peux aller recruter n'importe quel sales exceptionnel. Ouais, j'adore. Il dit grosso modo qu'il a appelé ses potes dans les différentes entreprises. Il avait analysé qui était parti de leur société en leur disant: «En fait, il est parti de chez toi, mais est-ce qu'il était bon?» Et du coup, il va aller le récupérer. Ce qui démontre qu'il a une capacité financière à récupérer les gens de n'importe quelle boîte, qui est effectivement, en bootstrap, puis je dirais même dans une démarche économique, simple et classique, ouais, bien gentil, mais si on les paye 2 fois Impossible. plus compliqué quand même. Oh, c'est impossible. Et Lui, du coup, toi, il joue comment tu fais pour trouver tes champions? on en a quand même pas mal qu'on a formés, en interne. OK. Mon sales le plus ancien, il a fait son alternance chez nous, ça fait 9 ans qu'il est chez nous. Ah ouais. Donc grosse formation en interne. Ouais, moi j'en ai 2 Hem, aussi, je trouve ça top. ah moi j'adore ça. Là, tu vois, on va arriver sur la période où tu peux retrouver des nouvelles pépites, en alternance. Ça va être top. Ça va être top, on va aller en chercher et on va vu qu'on a les alternants qui sont restés et qui ont grandi avec la structure, bah, tu fais re-rentrer des personnes avec fort potentiel. Donc moi, c'est déjà mon premier. Mon OK, OK, donc tu vas aller chercher par là et en même temps, je dévie un peu, mais il y a aussi un risque avec les alternants parce que pour le coup, si tu en as qui sont pas bons, tu es longtemps avec eux, quoi. Oui et on est complètement en phase. Après, ap moi, je dirais plus que c'est une responsabilité. Le point le plus challengeant avec les alternants, c'est tu prends la responsabilité de bien former des jeunes. Et Mmh, ça, c'est une très lourde responsabilité quand on la prend vraiment, parce qu'on se doit de leur donner beaucoup de temps, beaucoup d'accompagnement et heu et de les amener à un niveau très sympa. Pour moi, c'est une vraie responsabilité et c'est une responsabilité humaine, pas professionnelle. mmh, ouais, je suis d'accord et ce qui est encore d'autant plus vrai, on l'a travaillé dans un autre épisode, avec un de tes collègues d'ailleurs du club, Bootstrap, où on disait et c'est encore pire de nos jours parce il y a une telle valorisation maintenant de l'IA, qu'un junior, bah, en fait, se retrouve en compétition avec une IA, et donc va falloir les former pour aller dépasser ça, pour aller non pas être en compétition avec des outils, mais savoir les maîtriser. Donc je pense que notre rôle sociétal quand on est dans des entreprises ou à des postes de direction, c'est de s'assurer effectivement qu'on va former les jeunes pour maîtriser des environnements complexes. Et on va les former pour toujours s'adapter à ces évolutions permanentes, ces évolutions accélérées, qu'on vit et on doit les former à ça, on doit les préparer, à tout ça. C'est un vrai challenge. Tu sais que c'est à la genèse d'ailleurs de ce podcast, hein, qui vient d'une discussion qu'on a eue avec, mon coauteur qui est également, la joie d'être mon fils, qui vient de rentrer en études supérieures et c'est en réfléchissant justement à toutes ces compétences et toutes ces ce qui existait, en disant: «Mais comment on fait pour apprendre?» et ben, on s'est dit: «Bah, en fait, on» moi je me suis dit: «Bah, on va aller regarder les meilleurs livres» et puis surtout des gens comme toi qui se disent: «OK, mais voilà comment on les applique, voilà comment on y va, quoi». Donc c'est vraiment à la genèse de comment on accompagne effectivement des jeunes et j'espère que non seulement, je sais que ce podcast trouvera son public auprès justement d'entrepreneurs, mais j'espère aussi auprès des jeunes de se dire: «Ah OK, j'ai compris ce qu'il me raconte dans ce livre, je vais pouvoir le lire aussi avec, peut-être une autre oreille grâce à tes explications, quoi». En tout cas, si j'avais eu la chance, là, j'ai une alternante en marketing com chez nous. Hier, je lui ai fait, commander le bouquin, par ma RRH et je lui ai dit: «Si j'avais eu la chance à ton âge de pouvoir lire ce type de bouquin, ça aurait été game changer, en fait». Ou en tout Ouais. cas, ça aurait été à minima un accélérateur. C'est des accélérateurs. Les livres sont vraiment faits pour ça et sont vraiment des accélérateurs, top. Allez, une autre petite critique de ce livre, il y en a quelques-unes qui me viennent quand même en tête. Il rentre dans des schémas, très processés. Quid d'activités où finalement, tu fais quasiment tout, en fonction du service et du client? J'aurais pensé que c'était un peu le cas d'ailleurs dans ton secteur. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi en opposition au livre ou pas du tout? Déjà, nous, on est une société de service, on n'est pas une C'est société de ouais. produits.
Même s'il y a de la stack technique derrière chez nous qui fait on fait presque de la plateforme, sur une partie de la plateforme managée avec du service, mais on a des parties, on a des activités chez nous où c'est du pur service. Donc oui, quand tu sors de quelque chose de très mesurable, quelque chose de très processé en termes de commercialisation, c'est très challengeant d'être predictable, de Mmh. pouvoir mesurer tout ça, créer un funnel qui soit unique. Nous, aujourd'hui, chez nous, on devrait avoir presque un funnel par type de service, donc c'est pas facile à mettre en place et ça nécessite du manpower. Aujourd'hui, aujourd'hui, lui, il a la chance de pouvoir, à la fois recruter des commerciaux exceptionnels, mais il a la chance aussi de pouvoir staffer toutes les équipes outillage, ils vont mettre en place toute la stack, toutes les équipes marketing qui vont bien. Donc forcément, et c'est très compliqué à mettre en place pour des activités où c'est pas un seul produit à vendre à un ou deux ou trois personas. Ouais, c'est très compliqué. Et il faut les Et moyens qui vont avec. ouais et c'est vrai, hein, la fin de l'argent facile, mais donc des organisations qui poussaient comme des champignons, c'est un peu disparu et donc du coup ça amène, pour moi cette dernière partie, c'est il évoque 4 fonctions, hein, OK, bah, on les recrute, finalement, on les gère en termes de management, on les forme, ensuite on les gère et puis, derrière, OK, on monte une machine de lead gen. Lui démarre vraiment par le recrutement. Est-ce que pour toi aussi ça son découpage, il est bon? Ou est-ce que justement, bah, attends, bien gentil, mais comme on n'a pas des moyens partout, tu te dis une fois que les gens ont lu ce livre, tu te dis pas: «Bah, non, on va d'abord travailler par rapport à ce qu'il nous dit à là en premier. C'est plutôt d'autres choses qu'il faut ouvrir quand on n'a pas autant de moyens qu'il avait, quoi. Forcément, quand tu es une structure bootstrap au début, tu peux pas recruter déjà, tu dois faire avec une équipe très 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 restreinte. Je trouve que, je trouve que il y a plein de choses que tu mets en place avant même de recruter ton premier sales. Et Mmh. donc tu peux prendre le sujet à l'envers. Tu dois potentiellement être capable de générer. Ce que j'aime bien, c'est que si tu dois être capable de générer du contenu pour faire de la lead gen et que t'as pas de market en interne, tu peux essayer de te débrouiller tout seul. Donc forcément, tu peux prendre le bouquin à l'inverse en allant chercher euh, la génération de lead en premier. Et je suis complètement en face. C'est un peu un cookbook où tu viens chercher les idées dont tu as envie, dont tu as besoin, et dans l'ordre qui est le tien, Mouais. clairement. Il faut que tu puisses t'adapter aussi à ça, quoi. Ce qui est un bon résumé, finalement du chose. Super. Est-ce qu'il y a des choses pour toi, des concepts qu'on n'a pas abordés dans cette discussion par rapport au livre? Des trucs où tu dis: «Ah ouais, mais ça, faut aller aussi le chercher dans le livre parce que c'est autre» ou est-ce qu'on se le garde, pour que les gens, aillent se le faire? On n'a pas beaucoup parlé de la data, mais clairement, lui met en Ah avant c'est la data, la tech, les process. Euh, L'idéal, j'ai envie de dire, c'est que même quand on démarre, même quand on est tout petit, même quand on n'a pas beaucoup de moyens, faut se débrouiller pour mmh, que dès le début, on arrive à avoir de la data fiable, centralisée. Et avec le temps, quand la structure évolue, quand on recrute, quand on met en place différentes choses, au moins on a de la data qui a été créée dès le début et sur laquelle on peut s'appuyer. Ça, c'est un truc dont on n'a pas beaucoup parlé, mais moi, je vois quand j'ai lancé cette structure il y a 8 ans, dès les premiers mois, on a eu un CRM, alors que souvent, quand on monte des structures, on met en ouais, tu as place le l'Excel. CRM. Voilà. Et en fait, moi, je m'étais imposé d'avoir ce CRM dès la création de la structure, d'avoir toutes les cibles qui allaient bien dans le CRM dès la création. Et je OK. trouve que ça, c'est game changer parce que derrière, tu as ta stack, c'est une espèce de fondation où derrière, tu viens monter des technos autour pour faire de l'automation, pour mieux gérer ton funnel ou autre. Mais avoir la data, c'est un des Ouais, tu as raison, il est très data driven et tu étais parti sur HubSpot au tout début? Non, 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 j'étais parti et je suis toujours sur, c'est ça qui est assez drôle, c'est que j'ai lu le bouquin, mais j'utilise pas HubSpot, j'utilise Microsoft Dynamics pour la petite info. Du Dynamics en tant que CRM? Yes. Ouais, c'est rare ça. Moi, il y a un sujet, des fois je le dis en rigolant, mais j'utilise le propriétaire de LinkedIn, en fait. OK. Oui, ça c'est Et, clair. et vu que pour moi, la meilleure source de data, c'est LinkedIn, Au moins tu te dis que euh, c'est bien relié, quoi.
et que ça le sera de mieux en mieux, je l'espère, Ah ouais? et ça, c'est un vrai enjeu. Ouais, j'entends. J'entends, OK, intéressant. C'est vrai que j'en rencontre pas souvent, hein, des Dynamics, mais bon, boîte de cyber, très tech, on sent qu'OK, on va aller taper sur des trucs un peu particuliers. Super, merci beaucoup. Effectivement, tu as tout à fait raison sur cette partie data driven, il en parle énormément et tu as raison. Plus tôt on l'a, il faut pas considérer que c'est une perte de temps au départ. C'est ça, c'est un peu ça ton message, quoi? Oui, bien sûr, ça, c'est surtout pas une perte de temps. C'est essentiel. Sinon on n'arrivera pas à traquer, quoi. OK, et pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on lit? C'est quoi le livre d'après? Tu nous as dit que tu étais un gros lecteur. Alors dans un tout autre esprit, c'est, les 5 accords Toltec, si je Oui, n'écorche pas. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans un tout autre Celui-là. esprit, tu vois? Là, on est Ah plus oui, sur du rien à sales. voir. Vas-y, fais-moi le pire. Moi, je le connais, ça fait partie. Il y a un des principes, un des accords Toltec qui est mon art de vivre. Donc j'ai pas de débat avec ça. Ouais, les 4 accords Toltec, il en a fait un cinquième, mais au départ, c'est les 4. OK, si tu devais le résumer pour ceux qui nous écoutent. Bah, typiquement, aujourd'hui, moi, c'est plus, là, on est carrément sur du soft skills, sur du mindset, et de se dire que il y a un des accords, moi, que j'adore, c'est que ta parole soit impeccable. Et ouais, et ben, on a le même. C'est moi, je vis par ce credo et Donc c'est un avoir credo. J'utilise vraiment ça à terme. Merci. Ah ouais, et que ta parole soit vraie, en fait. C'est ce qu'il dit, que tu pas moi, je trouve que c'est une telle dépense d'énergie de manipuler, de changer un terme en fonction de qui le dit ou comment je vais le dire, mais au sens de mentir, alors que si ta parole est vraie, si elle reflète vraiment ce que tu penses et ce que tu ressens, et merci, ouais, c'est que ta parole soit impeccable, accord numéro un. Accord numéro 2, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. J'y arrive pas. J'essaye, mais je n'y arrive pas. C'est une horreur chez moi. Tu y arrives toi à te l'appliquer? alors je pense que si on se l'appliquait tous, le management serait tellement simple. Oui, c'est assez clair. Si on n'en faisait jamais une affaire personnelle, ça serait tellement simple. Et ça serait tellement simple aussi d'avoir une parole impeccable, une parole juste, où on ne ment pas, où on peut vraiment dire les choses. Moi, je suis très à l'aise, je l'ai dit tout à l'heure, je suis très à l'aise avec le fait qu'on me challenge. Donc très souvent, Ouais. je prends du mentorat, du coaching, et je suis super à l'aise avec ça. Je prends du plaisir. Et je pense que, justement, si je prends du plaisir à être coaché, à être mentoré, c'est parce que j'en fais pas une affaire personnelle. J'avoue que c'est génial ce que tu as dit, effectivement. Le fait de pouvoir se dire moi, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les livres de développement personnel, ça te permet de te remettre en question, et ça fait des années que je travaille dessus, donc c'est top que toi, tu aies réussi à dire: «Ouais, ouais, moi je prends, allez-y les gars, dites-moi tout», et ça aussi pour tes équipes, on le sait que ça leur fait aussi un bien fou parce qu'on sait qu'on libère l'énergie grâce à ça, quoi. Quand j'ai été mentoré, j'ai fait un petit peu de boxe dans ma vie, et mon mentor me disait: «C'est marrant, tu viens, te tapes dessus tel un boxeur, tu bouges pas», et parce que vraiment, moi, ça me faisait aucun mal, hein. C'est vraiment, je le vois comme un cool, on va m'aider à être meilleur, Ouais. et voilà. Donc oui, je pense que au travail, il faut tout simplement se dire qu'il y a rien de personnel. On est là pour se développer, c'est presque un développement infini, on n'arrive jamais au bout des choses, et c'est cool parce qu'on se développe. Je suis d'accord. En tout cas, c'est le credo aussi que j'essaye de m'appliquer et d'appliquer d'ailleurs. Je pense que la meilleure école aussi pour ça, c'est aussi avec, quand on a des ados, qui viennent vous challenger un peu et de se dire: «Attends, c'est pas personnel en fait, c'est OK». Ça permet de réfléchir et de prendre de l'action. Super, merci pour tout ça. Moi j'ai adoré cet échange. Miguel, Merci. top en tout cas. Donc je rappelle, président de la IASI, Miguel de Oliveira. Ce livre de Marc de Sales Acceleration Formula, Formulas d'ailleurs, il y en a vraiment 4 qui y permet, plein d'actions concrètes. Et pour ceux qui veulent alors, ils y vont les 4 acteurs Toltec derrière, quoi. Pour moi, c'est 2 sujets complètement différents, si on applique un petit peu les 2, forcément on se développe. Ça marche et ben c'est le but, avoir des actions, concrètes et durables grâce à cette lecture. Merci beaucoup Miguel pour ce partage, c'était top. Merci. Merci à toi, c'était top aussi, j'ai passé un bon moment. Est-ce que ce livre et surtout son application vous a inspiré?
Si cet épisode vous a donné des pistes, des envies d'agir ou de réfléchir autrement, alors le pari est réussi. Merci encore à notre invité du jour. N'hésitez surtout pas à vous abonner au podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants. Et surtout, si vous aussi un livre vous a marqué, transformé ou ouvert de nouvelles perspectives, contactez-nous. Nous serons ravis de partager votre histoire. Vous trouverez tous les détails sous l'épisode. Merci de votre écoute. À très bientôt pour un épisode là où les idées prennent vie.